l'échiquier international, madame, monsieur, bonsoir. Sous l'administration Trump, l'UNRWA, où l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a été privée de son immunité et son statut au sein de l'ONU, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires sur le sol américain. Derrière cette décision, il y a bien plus qu'une simple question juridique. C'est un affrontement idéologique, une lutte pour façonner le futur de la Palestine, du Moyen-Orient et au même titre de la justice internationale. Ce n'est pas seulement l'UNRWA qui est en ligne de mire, mais bien le rôle même de l'ONU. Cette offensive contre l'UNRWA est-elle un coup de force contre la solidarité internationale? Washington lance-t-elle une contre-offensive contre l'ONU et par la même occasion les reléguer au rang des oubliettes de l'histoire, les réfugiés palestiniens et la question palestinienne dans son ensemble? Telles sont les questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de Youssouf Bousmah qui nous rejoint depuis Paris. Et il est militant antisioniste. Bonsoir Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci à vous surtout. Merci à vous de donner autant d'écho à la cause palestinienne. Merci Youssef. Youssef, on rentre directement dans le cœur du sujet sans détour aucun. Est-ce qu'on peut considérer l'attaque contre l'UNRWA comme une question juridique où il s'agit là d'un affrontement idéologique visant à redéfinir finalement le rôle de l'ONU, mais surtout la question palestinienne? Alors concernant la qualification de cet acte, on ne peut le qualifier autrement que comme étant un acte de brigandage international, puisque cet acte va à l'encontre de toutes les résolutions de l'ONU, et d'abord la résolution qui a présidé à la création de l'UNRWA même. C'est aussi pour les réfugiés. Et donc, c'est un acte de brigandage international, c'est un acte totalement illégal, c'est un acte d'une rare agressivité, et vous l'avez dit, c'est un acte qui dépasse le cadre de l'UNRWA. En fait, il y a longtemps que les États-Unis souhaitent en finir avec l'ONU. Pour les États-Unis actuels, l'ONU n'était utile que quand l'ONU allait dans leur sens. Mais dès l'instant où l'ONU ne va pas dans le sens de cette grande puissance, alors l'ONU devient une cible, et on le voit, c'est une cible qui ne respecte, c'est un ciblage qui ne respecte aucune des normes internationales en vigueur, aucun des codes moraux et des codes légaux qui régissent le monde depuis la création de l'ONU, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très bien, Youssef. Justement, vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique veulent presque supprimer l'ONU, alors qu'il y a des années, ils étaient réticents à l'idée même de réformer les instances, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'il y ait quelques autres pays qui y siègent autant que membres permanents. Est-ce que finalement, quand l'ONU ne répond pas aux intérêts des États-Unis, l'ONU dérange les États-Unis? Bien sûr. Vous savez, les États-Unis me font penser à ce joueur de poker qui est assis donc à la table de poker. C'est un jeu qu'on aime bien. Et dès l'instant où ce joueur se rend compte qu'il est en train de perdre, eh bien, il renverse la table, il dit je ne joue plus, il y a de la triche, etc. Et il sort son revolver, comme dans les westerns. On est exactement dans cette configuration. C'est que tant qu'effectivement l'ONU, tant que les États-Unis étaient sûrs de tenir l'ONU, il n'y avait aucun souci, l'ONU était l'instrument idéal de leur politique. Mais dès l'instant où cette pression des pays du Sud, la pression des pays du Sud qui fait de plus en plus forte, notamment les BRICS, la montée en puissance, ça y est, les États-Unis maintenant aujourd'hui sont largement surclassés, ils le savent, aussi bien au plan économique et le plan politique suit généralement le plan économique, tout simplement. Donc les États-Unis se rendant compte qu'ils vont perdre la partie, eh bien ils décident de porter une atteinte un coup fatal à l'ONU. Déjà, il y avait eu des bruits de ce genre dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, lorsque Reagan est arrivé, et Reagan se caractérisait par une politique extrêmement agressive aussi. Et à cette époque, à l'ONU, il y avait encore cette espèce d'alliance qu'il y avait entre les pays du Sud et les pays socialistes.
hein, et ce qu'avec dédain, ils appelaient la majorité automatique. Eh bien, cette majorité automatique, qui était donc fondée sur les pays du Sud, mouvement des non-alignés et puis les pays socialistes, eh bien, accommodait terriblement les États-Unis. Et déjà à l'époque, les États-Unis disaient que finalement l'ONU posait problème et autres. Et bon, finalement, les choses s'étaient un petit peu tassées, avec Bush père qui avait promis de réformer l'ONU, le nouvel ordre international. Mais aujourd'hui, eh bien, la menace pour l'ordre américain est extrêmement vive, hein. C'est ce qui explique l'arrivée au pouvoir de Trump. Alors là, on décide purement et simplement, comme dans une corrida, hein, de porter les stocks, le coup fatal à l'ONU. Très bien, Youssef, avant de revenir vers vous, je vous propose d'écouter ce témoignage du docteur Khaled Ben Bouterif qui était bénévole dans la bande de Gaza alors qu'elle subit un génocide. On écoute. J'ai pu partir à Gaza, j'ai eu la chance de partir à Gaza à 2 fois. Dans le sud, la première fois, par le sud, où nous avons pu traverser la frontière égyptienne comme première équipe humanitaire en fin janvier 2024. J'ai pu retourner à la bande de Gaza, et cette fois-ci dans le nord, à Jabalia et Beit Lahia, et où j'ai travaillé à l'hôpital Kamal Adwan. J'ai travaillé également quelques jours dans le centre de Gaza, à Dir el-Balah, à l'hôpital Shuhada el-Aqsa. Le témoignage et la précision que je peux apporter aujourd'hui, c'est le désastre humanitaire sur tous les plans, que ça soit sur le plan des infrastructures, de l'habitation, de la santé, de l'approvisionnement en eau et évacuation, l'approvisionnement en énergie et carburant, l'approvisionnement en médicaments, le matériel médical et l'approvisionnement en équipes et personnel soignant. Les destructions sont massives, les atteintes et entorses aux règles humanitaires et traités internationaux sont évidents. Ils sont répétés, ils sont perpétrés sans aucune inquiétude et sans peur de sanctions ou de réactions de la part de la communauté internationale. Youssef, comme on vient de l'entendre, le témoignage de le docteur Khaled Bouterif, médecin urgentiste qui s'est volontairement déplacé vers Gaza pour aider la population palestinienne sur place, revient sur la souffrance du peuple palestinien pendant ce génocide, mais aussi le rôle de la communauté internationale, ce qui nous amène au rôle des États-Unis. Depuis 1948, les États-Unis ont soutenu bien évidemment l'entité sioniste à travers des aides militaires, diplomatiques. Et cette relation, elle est stratégique pour les États-Unis qui fait de l'entité sioniste sa base arrière dans la région. Cela dit, les relations entre les présidents américains et l'entité sioniste ont souvent été marquées par la personnalité finalement des présidents américains, tantôt par un équilibre, tantôt par une exagération, comme on l'a vu avec l'administration Biden lors du premier mandat. Je rappelle, l'administration Trump lors du premier mandat de Trump a décidé de faire de Jérusalem la capitale de l'entité sioniste, ou encore le fameux plan de Deal of the Century, et plus encore l'abandon du soutien à l'UNRWA. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'administration Trump marque un tournant décisif dans les relations des États-Unis avec le Moyen-Orient, allant à l'encontre non seulement du droit international, mais surtout de la diplomatie? Oui, tout à fait. C'est un tournant extrêmement. Alors, c'est un tournant que l'on pouvait prévoir. Connaissant M. Trump, et je ne sais pas si on peut toujours dire qu'on prévoit quelque chose avec M. Trump parce qu'il est tellement imprévisible, mais il y a une chose certaine, c'est que M. Trump, aujourd'hui, se trouve vraiment il n'y a pas d'autre analogie que celle d'un western. Le monde est en train de vivre un mauvais western aujourd'hui avec Trump. M. Trump, c'est le desperado qui tire dans tous les sens, qui fait ce qu'il veut, qui est prêt même à tuer le shérif, si on considère que l'ONU était un petit peu le shérif, hein, et qui n'a que faire de toute morale, de toute loi. Alors effectivement, je pense que M. Trump va poursuivre ainsi. Il va poursuivre ainsi. Mais en même temps, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse parce que auparavant, les États-Unis pouvaient contrôler le Moyen-Orient à distance. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'impliquer directement sur place. On le voit avec ce qui se passe face aux Houthis. Les États-Unis sont obligés de dépenser beaucoup plus d'argent qu'avant pour assurer leur puissance. Mais vous savez, c'est un petit peu le champ du signe. Moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus un signe de faiblesse qu'un signe de puissance.
Alors on va dans tous les sens, on rue dans les brancards, on maltraite y compris ses alliés, les alliés européens, l'Europe qui était normalement l'allié des États-Unis. Trump est prêt à les piétiner. Et tout cela va dans le sens d'un affaiblissement, et non pas d'un renforcement. Alors sur le coup, évidemment, on a le sentiment que c'est un renforcement. Mais la violence ne dure jamais dans le temps. La violence ne dure jamais dans le temps. Ce n'est pas une façon de gérer le monde. Et je crois que les États-Unis vont se rendre compte rapidement. Alors pour l'instant, évidemment, ça fait peur. Le but est de terroriser, d'ailleurs. Le but est de terroriser. Il y avait un auteur français qui s'appelle Jox, Alain Jox, qui, dans les années 90, avait écrit un excellent ouvrage. Jox est un politologue, qui s'appelait L'Amérique mercenaire, dans lequel il expliquait que la puissance des États-Unis tenait uniquement à la force militaire. Mais cette force militaire ne dure pas toujours, et on ne peut pas régler les relations internationales uniquement par la force. Aujourd'hui, je doute fort que les États-Unis, y compris avec l'entité sioniste, puissent maintenir en respect 500 millions d'Arabes du Moyen-Orient sur le long terme. C'est absolument impossible, ça défie les lois de l'histoire. Très bien, Youssef, justement, vous avez parlé des alliés des États-Unis d'Amérique, ou qu'on appelle l'Occident, qui est le vieux continent, l'Europe. À votre avis, quelle sera la réaction de l'Union européenne ou des pays occidentaux à titre individuel face à cette nouvelle sortie théâtrale de l'administration Trump? Alors là, justement, on va le voir. Il faut les mettre en demeure. Il faut que les sociétés civiles, et les gens qui ont encore un petit peu de raison sur ce vieux continent, eh bien, réagissent. Je pense qu'actuellement, toutes les chancelleries sont vraiment en émoi. Parce que l'UNRWA, lorsque l'UNRWA a été créé, c'était pas une aumône. C'est que l'UNRWA, on avait très peur de ce qui se passerait avec les réfugiés palestiniens. On avait très peur. Alors, on peut dire que c'était une compensation, mais en même temps, on se rend bien compte qu'on ne peut pas laisser des millions de personnes comme ça sans ressources dans une région qui est déjà pleine de contradictions que l'Occident a complètement bouleversé depuis les accords Sykes-Picot. Voilà. Donc du coup, l'UNRWA était faite aussi pour calmer la situation. Mais quand on s'en prend à l'UNRWA, on fait tout le contraire que calmer la situation. Au contraire, on l'envenime. Donc je pense que dans ce vieux continent qu'est l'Europe, on est extrêmement inquiet actuellement. Non pas qu'on ait une grande sollicitude pour les Palestiniens, quoique ça dépende des pays. Dans ce vieux continent, il y a des pays qui ne réagissent pas pareil par rapport à la question de Palestine. Il y en a qui ont une approche un peu plus humaine quand même. Je pense à l'Irlande entre autres, et même l'Espagne aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les chancelleries européennes actuellement, on doit être vraiment paniqué, parce qu'on se dit que si jamais on supprime l'UNRWA, quid de ces millions de Palestiniens qui vont être complètement désemparés, qui vont être complètement démunis. Ça veut dire que cela peut être source de troubles énormes. Et je crois qu'actuellement, des contradictions vont apparaître de plus en plus avec les États-Unis, en tout cas pour la partie de ces Européens qui sont les plus éclairés. Bien sûr, je pense qu'il y a une grande inquiétude. Très bien, Youssef, vous parlez justement du rôle de l'UNRWA dans la bande de Gaza en particulier et même en Palestine occupée en général. Je vous propose encore d'écouter le témoignage du médecin urgentiste Khaled Ben Bouterif qui a été volontaire dans la bande de Gaza. La population meurt sous les balles, la population meurt sous les bombes, la population meurt sous les tirs de canons de tanks et les tirs des snipers embusqués autour des villes et qui guettent les civils et les enfants pour faire une cible privilégiée. La population meurt également par la soif et la famine, et en ce moment, il y a une polémique qui se voit entre les États-Unis et l'entité sioniste, et avec un jeu machiavélique qui vise à arrêter la principale organisation onusienne humanitaire qui prend en charge les réfugiés depuis 1948. l'UNRWA. La population sur place de la bande de Gaza est à 80% UNRWA dépendante. Ils n'ont aucune entrée, aucune production, aucune autre aide à part l'organisation onusienne qui ramène son aide et son expertise. L'entité israélienne a souvent déclaré qu'elle voulait
la tête de cette ONG. Car pour elle, c'est très important. Effacer l'UNRWA, c'est effacer le statut de réfugié qui est reconnu par les instances internationales. Donc, en tapant sur cette organisation, l'entité sioniste sait ce qu'elle fait. Youssef, on vient d'écouter le témoignage de Khaled Ben Bouterif, qui, je rappelle, a été bénévole dans la bande de Gaza alors qu'elle subit un génocide. Il nous explique clairement c'est quoi le rôle de l'UNRWA aujourd'hui. C'est garantir déjà une entrée d'aide alimentaire et d'aide de matières premières de nécessité pour le peuple palestinien qui subit actuellement un génocide, mais surtout garantir le statut de réfugié pour le peuple palestinien. Pourquoi est-ce que ce statut de réfugié fait tant peur à l'entité sioniste, Youssef ? Parce que le statut de réfugié, comment témoigne de l'existence du peuple palestinien. Détruire l'UNRWA, c'est détruire le lien qu'il y a entre tous les Palestiniens. Vous savez, le peuple palestinien, c'est un peuple qui est éclaté, que l'entité sioniste, que l'impérialisme a fait éclater entre différentes fractions. Hein. Et donc, on le voit bien, entre les Palestiniens qui sont en Cisjordanie, ceux qui sont en Palestine de 48, ceux qui sont à Gaza, ceux qui sont dans le reste du Moyen-Orient, dans les camps de réfugiés. Eh bien, ce peuple palestinien, malheureusement, qu'on a fait éclater, eh bien, l'UNRWA, est le lien, et le ciment qui réunit toutes ces fractions, par-delà les frontières. Et c'est pour ça que c'est important pour l'entité sioniste de détruire l'UNRWA. En détruisant l'UNRWA, eh bien, ils espèrent détruire le ciment qui lie toutes les fractions du peuple palestinien. C'est pour ça que c'est si important, c'est stratégique. C'est stratégique. Alors on oublie que l'UNRWA, c'est pas uniquement un secours humanitaire de base, c'est aussi le travail de l'UNRWA depuis sa création a été extraordinaire en matière d'éducation. Et vous savez que les écoles de l'UNRWA étaient si brillantes, si excellentes, qu'elles ont fait que le peuple palestinien a été un des peuples les plus éduqués de tout le Moyen-Orient, avec le plus grand nombre de diplômés pendant très très longtemps. Et cela était dû à l'excellence de l'enseignement diffusé dans les écoles de l'UNRWA. Et la particularité, c'est que les écoles de l'UNRWA ne fonctionnent pas comme une ONG habituelle, c'est que les enseignants et les fonctionnaires de l'UNRWA sont d'abord des Palestiniens. Et c'est ça qui était formidable, c'est que le peuple palestinien lui-même, l'UNRWA, hein, tous les travailleurs de l'UNRWA, en très très grande partie, sont des Palestiniens eux-mêmes. Donc on voit l'intérêt stratégique. Détruire l'UNRWA, c'est détruire l'unité du peuple palestinien, c'est le fragmenter, c'est l'éparpiller, et dans l'espoir de le disperser, comme ça a toujours été le projet sioniste depuis la création de cette entité. Voilà. Et donc c'est porter un coup fatal. On espère ainsi porter un coup fatal, un coup mortel. Alors, comme évidemment il se dit, il faut quand même faire semblant d'apporter une aide. Alors, ce qu'il voudrait, c'est remplacer l'UNRWA par une agence privée. Vous savez, on est aux États-Unis, le libéralisme à tout craint, et on se dit, on va créer donc une agence privée qui va apporter une aide humanitaire, mais strict sensu. L'intérêt de l'UNRWA gère les Palestiniens, mais en tant que peuple, d'un point de vue collectif, et non pas en tant qu'individu. Or, l'agence privée à laquelle rêvent les États-Unis, ce serait une agence privée qui traiterait les Palestiniens individu par individu, en brisant cette collectivité nationale. Très bien. Youssef, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui l'UNRWA a contribué à l'érosion ou la mise en place des droits du peuple palestinien et du droit des réfugiés palestiniens? Parce que si l'entité sioniste y voit un tel risque, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point précisément? Sur le lien qu'il y a au sein de l'UNRWA, vous voulez dire? La façon dont l'UNRWA... l'UNRWA est donc une agence. Et il y a donc des sections de l'UNRWA dans tous les pays où il y a des réfugiés. Les Palestiniens sont enregistrés en tant que réfugiés. Alors, ils ne sont pas obligés de vivre dans un camp de réfugiés pour être enregistrés comme réfugiés de l'UNRWA. Hein. Et d'ailleurs, le fait de vivre dans un camp de réfugiés n'est pas une obligation. Hein. Par contre, il y a des pays où les droits des Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés sont restreints. Notamment pour certaines activités professionnelles. Mais en tout cas, l'UNRWA on pourrait qualifier l'UNRWA de État ambulant. C'est une sorte d'État, de proto-État, qui depuis la fondation de l'UNRWA, juste après la création, donc à partir de 1949,
l'UNRWA est fondée sur une résolution de l'ONU. C'est-à-dire qu'on ne peut pas légalement défaire, un État ne peut pas défaire l'UNRWA. Alors les États-Unis aujourd'hui peuvent retirer l'immunité de l'UNRWA mais c'est un acte de brigandage, c'est vraiment c'est un acte de voyou, hein, c'est un acte qui n'a aucune légalité. Alors l'UNRWA, à mon avis, va perdurer de toute façon. Va perdurer, les Palestiniens se reconnaissent en UNRWA. Tout le problème sera de trouver un financement. Alors évidemment, l'idée, ce serait le financement, potentiellement il existe. On a des pays arabes qui sont riches, malheureusement, sont-ils prêts à subvenir aux besoins de l'UNRWA? Pas que les pays arabes, hein, mais entre autres. Et parce que c'est là que se trouve la clé. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, l'UNRWA continue à être approvisionné, à être soutenu financièrement par tous les États qui le souhaitent et qui souhaitent effectivement le maintien des structures sociales du peuple palestinien, parce que c'est bien les structures sociales du peuple palestinien que l'UNRWA maintient. Dans l'UNRWA, on a tous les aspects de la vie des Palestiniens qui sont pris en charge. Je dis aussi bien l'alimentation, les soins médicaux. Il y a énormément de médecins et de médecins de grande qualité de l'UNRWA. On a des éducateurs, on a des enseignants à tous les niveaux. Donc c'est vraiment alors, dans le malheur, pour leur malheur, les Palestiniens avaient réussi à obtenir quelque chose d'extraordinaire, et ça a été un instrument très important de l'UNRWA du maintien en vie politique du peuple palestinien. Et c'est pour ça qu'il est important de maintenir l'UNRWA, il est important de faire pression sur tous les gouvernements occidentaux pour qu'ils refusent ce diktat. C'est un véritable diktat de la part des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui aujourd'hui méritent d'être mis au banc de la communauté internationale. Cet acte de brigandage, normalement, devrait mettre les États-Unis au banc de la communauté internationale. Ce sont les États-Unis qui devraient être exclus de l'ONU aujourd'hui. Il faut maintenir l'ONU absolument, parce que c'est un instrument de régulation, même si nous ne sommes pas toujours satisfaits évidemment du fonctionnement de l'ONU, même si le Conseil de sécurité pose problème, parce qu'on a toujours les mêmes pays issus de les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui gèrent le Conseil de sécurité. Et moi je pense qu'aujourd'hui, l'ONU devrait s'intéresser au cas des États-Unis, changer le siège, pourquoi pas ramener le siège de l'ONU en Suisse, parce que la Société des Nations qui a précédé l'ONU dans l'entre-deux-guerres a été située en Suisse, à Genève. Donc moi je pense que ça fait partie des mesures raisonnables que devraient prendre des gouvernements avisés et soucieux de la paix mondiale aujourd'hui. Transporter le siège de l'ONU en Suisse et exclure pour un temps les États-Unis, exactement comme l'Afrique du Sud fut exclue de l'ONU. Et moi, je pense que l'antisémitisme, bien évidemment, devrait être exclu de l'ONU, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un État génocidaire qui maltraite de la sorte le peuple palestinien, se maintienne dans une instance dont la vocation, est de concourir à la paix mondiale. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces menaces américaines. Très bien, Youssef, une dernière question peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, ces attaques contre l'UNRWA et l'ensemble des actions hostiles de l'administration Trump et des États-Unis en général envers le peuple palestinien et la Palestine occupée peuvent constituer aujourd'hui une mise en danger de la solution à deux États? Est-ce qu'on peut espérer voir une communauté internationale s'insurger face à cette étape finalement de trop? Bien sûr. Alors non seulement ça met en danger, l'avenir de la Palestine, parce qu'aujourd'hui même les conditions d'un État palestinien sont largement mises en danger. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème est simple, c'est que les États-Unis n'ont pas le droit d'agir de la sorte. Ils n'ont pas le droit d'agir de la sorte. Et le problème, c'est que le fait d'agir de la sorte, au mépris du droit international, ne porte pas préjudice uniquement aux Palestiniens. C'est que cette façon d'agir va porter préjudice à l'ensemble du monde et à l'ensemble de l'action. C'est-à-dire que si on accepte ce coup de force des États-Unis, c'est-à-dire de considérer comme illégal, comme hors la loi l'UNRWA, et de le poursuivre, c'est toute l'action de l'ONU qui est mise en danger,
et dans tous les domaines, aussi bien le domaine politique, le domaine de la culture, ce sont toutes les agences de l'ONU qui sont menacées parce que n'importe quel État pourra agir de la sorte et finalement mettre en danger telle agence, ça peut être l'UNESCO, ça peut être le cas de l'UNESCO, ça peut être le cas de l'UNICEF qui est consacré à l'enfance, l'UNESCO qui est consacré à la culture, dont le siège est à Paris. Donc ça veut dire que si jamais un État n'est pas content, une agence, non, c'est un coup de force contre lequel tout le monde doit réagir et qui concerne le monde entier, au-delà du peuple palestinien. Ça concerne l'existence même de l'ONU. Et s'il n'y a plus d'ONU, si l'ONU ne peut plus agir, comme l'entité. Très bien, très bien, Youssef, très bien. C'est le monde entier qui est en danger. Très bien, Youssef, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai été suivi tout au long de cet échiquier international de Youssef Boussemah, militant anti-sioniste qui a répondu à nos questions concernant ce revirement de l'administration Trump quant à l'immunité de l'Agence des réfugiés palestiniens UNRWA. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.